les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous, on va commencer cette première conférence lecture de la saison, à l'heure, rendez-vous compte, malgré le temps. Donc on a le plaisir ce soir d'accueillir Michel Knobuller et Damien Gouy autour d'une belle figure, René Lénaud, qu'on connaît un peu, mais si peu finalement. On est tous passés rue René Lénaud. Beaucoup de Lyonnais savent vaguement qu'il a été résistant, un peu poète. Et là, on va essayer, au cours de cette soirée, de raccrocher un peu tout ça et de découvrir et l'homme et l'œuvre. Et pour ça, on peut s'appuyer sur cette très belle publication. Merci. Il y a quelques heures de travail derrière, parce qu'on faisait le constat qu'effectivement, il y avait peu de production historique, en tout cas, sur le parcours de René Lénaud. C'est une jolie pierre à cet édifice mémoriel. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous de votre présence. On est ensemble pour une heure, un peu plus d'une heure, c'est ça ? 1h15 peut-être. Et puis des questions après ? Et des questions après, bien sûr. Voilà. Très bien. Merci Isabelle. Merci à vous de votre présence. Alors effectivement, nous sommes réunis ce soir autour de la figure d'un poète résistant. Eh bien, je voudrais pour commencer utiliser les mots d'un autre poète résistant, le capitaine Alexandre, René Char, qui disait « Dans mon pays, on remercie ». Alors, merci au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de nous accueillir ce soir. Merci donc à Isabelle Rivet, sa directrice. Merci à Céline Fayet, sa responsable du service des publics, qui n'a pas pu être là, qui est malheureusement au fond de son lit. Merci à Régis Lemaire, responsable de la documentation, qui a été évidemment fort précieuse pour cet ouvrage. Et merci à Thierry Dalix, le responsable de la régie. Alors pourquoi un livre ? Parce que nous sommes dans une période, j'écoutais l'autre jour Emmanuel de Varesquiel, l'historien, qui disait la chose suivante, on parle beaucoup en ce moment de réchauffement climatique, et il faut en parler, mais il faudrait aussi qu'on se préoccupe un peu, disait-il, du refroidissement de la mémoire. Alors on va essayer de réchauffer un petit peu cette mémoire. Alors pourquoi cette proposition de conférence lecture autour de René Lénaud ? D'abord parce que nous célébrons, hélas, le 80e anniversaire en cette année 2024 de son exécution par les troupes hitlériennes. Et puis aussi, Isabelle vient de le dire, parce que vient d'être publié ce livre donc sur le personnage, à partir de la collection de manuscrits, de tapuscrits, de coupures de presse, enfin d'archives, que la famille Lénaud a bien voulu donner à la bibliothèque municipale de Lyon il y a maintenant une quinzaine d'années, enfin 14 ans exactement, en 2010, et sur lesquels nous avons pu, avec Patrice Béguin, dont certains savent qu'il a été pendant 7 ans l'adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Lyon, eh bien, on a travaillé donc sur ces archives depuis quelques années. Voilà, alors aujourd'hui je précise que nous allons centrer notre propos sur le René Lénaud, journaliste et résistant, au premier rang des combattants de la nuit, comme disait, selon une belle formule, Roger Guibaud, son collègue et ami. Et on aura l'occasion évidemment d'évoquer le poète, mais il y aura le jeudi 7 novembre prochain à 18h30
dans les locaux de la bibliothèque municipale du 1er arrondissement, l'arrondissement où se trouve la rue René Lénaud. Il y aura une autre rencontre autour de René Lénaud, plutôt le poète, où seront présents Patrice Béguin, Jean-Christophe Stuccilli, l'historien d'art qui, dans ce livre, a travaillé sur les relations entre René Lénaud et les milieux artistiques lyonnais. Et puis, il y aura également Bernhard Beutler, le directeur du Goethe-Institut, l'ancien directeur du Goethe-Institut, qui, en 1994, pour les 50 ans de la mort de René Lénaud, a eu l'idée extrêmement remarquable de republier en version bilingue français-allemand 26 poèmes de René Lénaud qu'avaient publiés en 1947 Albert Camus et Francis Ponge. Donc le livre s'intitule « Des mots, un silence » et vous saurez à la fin de cette intervention pourquoi nous avons choisi ce titre. Simplement vous dire rapidement, il y a dans ce livre 3 contributions sur l'homme René Lénaud, l'une de Patrice Béguin sur l'homme et le poète, l'une de Jean-Christophe Stuccilli donc sur ses amitiés artistiques, et la 3e sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer ce soir, dont votre serviteur est l'auteur, qui essaye de creuser un peu, d'approfondir la connaissance qu'on peut avoir du Lénaud journaliste et résistant. L'essentiel du livre, c'est bien sûr la restitution des manuscrits et tapuscrits, archives conservés par la bibliothèque municipale de Lyon. On y a ajouté toute une série de correspondances qu'on a retrouvées avec Albert Camus, avec Francis Ponge, avec ses amis artistes, notamment Émile Pic. Et puis, dans une troisième partie, on a réuni un certain nombre d'hommages qui ont été rendus à ce grand résistant que fut René Lénaud, grand résistant et poète. Et c'est ce travail, on pourrait presque dire cette enquête que nous avons menée avec Patrice Béguin, qui nous a finalement amené à dire que nous étions au départ allés rencontrer une œuvre à travers donc tous ces manuscrits et tapuscrits, et finalement nous sommes allés à la rencontre d'un homme. Et Pascal Piat, son collègue et ami, disait que c'était une âme exquise, un homme d'un très grand prix. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur cet homme. Donc pour cela, on va s'appuyer sur des images, des archives, des photographies, des manuscrits, des tapuscrits, des articles de presse, des correspondances, etc. On va s'appuyer sur des extraits de textes, des poèmes, des lettres, des citations d'ouvrages que lira Damien Gouy. Damien est comédien, il est metteur en scène et il est le co-directeur du Théâtre des Marronniers, dont je salue la présidente ici présente. Et permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte pour dire un immense merci à mon complice et ami Damien Gouy, qui a bien voulu prêter sa voix pour faire entendre ces textes ou ces extraits. Alors, on le voit avec les vers qui figurent sur cet écran. René Lénaud lui-même a eu une espèce de prescience qu'il pourrait, d'une certaine façon, survivre si ses amis, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, continuaient à faire entendre sa voix. Vivant, je ne le suis, sinon qu'en vos poitrines réside encore la voix que la mort me ravit, écrit-il. Alors il faut donc se féliciter d'une part que ces œuvres, même à l'état d'esquisse, d'ébauche, de notation, voire de fulgurance, que ces œuvres soient aujourd'hui réunies dans une
collection publique, conservée dans une collection publique, en l'occurrence la bibliothèque municipale, et puis se féliciter aussi qu'une maison d'édition, elle s'appelle La Rumeur Libre, ait accepté ce projet éditorial de publier ce livre sur René Lénaud, et j'ai plaisir à saluer Thierry Renard, qui en est le directeur artistique. Alors, un mot aussi des archives que conserve la bibliothèque municipale de Lyon. La partie la plus importante, c'est bien sûr toutes les productions de René Lénaud lui-même, qu'il s'agisse de ses poèmes sous forme manuscrite, parfois tapuscrite, très souvent, même quand c'est tapuscrit, très souvent raturé. Enfin, le travail est assez difficile de voir quel est l'état le plus avancé des différents textes. Et il y a aussi toute une série de coupures de presse qui tiennent notamment, qui concernent notamment la Drôme et l'Ardèche, puisque pendant une partie de ces années noires, René Lénaud était chef de centre du Progrès pour les deux départements, avec son siège à Valence. Et donc on a toute une série de papiers qui concernent ces deux départements. Alors à l'époque, les papiers n'étaient pas signés, mais on fait l'hypothèse que s'ils figurent dans la collection des archives conservées par la famille, c'est sans doute qu'ils avaient été écrits par René Lénaud lui-même. On voit mal pourquoi il aurait conservé d'autres articles, et d'autant on aura l'occasion de le voir que certains articles résonnent assez fortement avec ce qu'on sait des centres d'intérêt de l'homme. Et puis, il y a également toute une série d'articles de presse qui, là, renvoient plus étroitement à la mission de ce Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. C'est les articles qui ont été sans doute découpés et conservés par sa veuve ou par sa sœur aînée, Louise, et qui permettent de voir comment, une fois qu'elle a été connue, la mort de René Lénaud a été accueillie dans la presse, et de voir quels sont les hommages qui lui ont été rendus. En revanche, dans ces archives ne figure aucun document qui concerne soit la vie privée, personnelle, voire intime, encore, on peut se demander quel intérêt il y aurait à voir la vie intime de l'homme, mais en tout cas sa vie personnelle. Aucune archive non plus sur son action dans la résistance. Ce qui veut dire que pour aller chercher ce que René Lénaud a fait lors de ces années, eh bien, il faut aller voir d'autres sources. Les archives départementales et métropolitaines conservent évidemment beaucoup de documents de la résistance. Il faut aller chercher à quel moment il est question soit de René Lénaud, soit de Claire, qui était son surnom, son pseudo dans la résistance, soit aller chercher dans les dizaines de livres qui ont été consacrés à la résistance dans la région, ou dans la presse, l'action de la presse dans la résistance, pour essayer de retrouver trace de l'action qu'il a pu mener. Heureusement, nous avons dans les archives de la bibliothèque municipale de Lyon, données par la famille, figurent 2 CD, des CD sans doute gravés par le fils de René Lénaud, Pierre, né en 1941, qui a donc pas connu son père. Il avait 3 ans quand son père est mort, et qui lui-même est disparu en 2017. Mais il a eu l'excellente idée d'enregistrer, de graver sur 2 CD des émissions qui ont été consacrées à René Lénaud, l'une en 1971 sur les ondes de l'ORTF, c'est celle qui figure sur l'écran, où l'on retrouve un certain nombre des témoins, amis, plus évidemment la veuve et le fils. Et puis, cette émission est due à quelqu'un dont on ne soulignera jamais assez
le rôle majeur qu'il a eu comme passeur de mémoire, en tout cas de la mémoire de René Lénaud, c'est un autre journaliste du Progrès, Paul Gravillon, qui en 1971 est à l'origine de cette émission de l'ORTF à l'époque, on dirait Radio France aujourd'hui. Avait deux autres émissions, ou plusieurs autres émissions même, ont eu lieu une vingtaine d'années plus tard, en 1994, toujours avec le concours de Paul Gravillon, dans le contexte de l'action qu'avait menée le Goethe-Institut, Bernhard Beutler, dont je parlais tout à l'heure, qui donc a provoqué un certain nombre d'entretiens qui ont été enregistrés sur deux radios, d'une part Radio Canu et d'autre part Radio Calade à Villefranche-sur-Saône. Et donc c'est grâce à ces enregistrements que par la voix de sa veuve, la voix de son fils, la voix de ses amis, Pascal Piat, Roger Guibaud, Marcel Gabriel Rivière, c'est grâce à eux que nous sont livrées quelques informations sur la vie de René Lénaud, à la fois depuis sa naissance et puis pendant la guerre. Et donc pour le reste, comme je le disais, il faut traquer son nom dans toute une série de documents, ou bien dans les correspondances qu'on a pu retrouver. Il avait comme amis des gens qui écrivaient beaucoup, Albert Camus, Francis Ponge, et donc heureusement la maison Gallimard a édité un certain nombre des correspondances que ces gens-là ont échangées et dans lesquelles on peut retrouver trace de René Lénaud. Et puis, il y a bien sûr tous les livres qui ont été écrits soit par ses amis et collègues journalistes. Je pense à Henri Amoretti, l'auteur de Lyon Capitale 1940-1944, qui était secrétaire général de la rédaction du Progrès. Je pense à Henri Bouet, dont il y a deux très précieux recueils dans les archives départementales et métropolitaines sur l'histoire du Progrès pendant la Résistance. Il y a évidemment Yves Farge ou Alban Vistel, dont les mémoires sont très précieux. Et puis il y a les enfants des grands résistants. Je pense à Vianney Bollier, le fils d'André Bollier. Je pense à Bernard Plaisantin, le fils d'André Plaisantin. Et puis à Olivier Rivière, le fils de Marcel Gabriel Rivière, qui ont eux aussi eu l'excellente idée de publier des livres dans lesquels un certain nombre de documents ou de propos de leur père figurent. Et puis bien sûr, il y a tous les livres de grands historiens de la Résistance à Lyon, que ce soit Marcel Ruby, Laurent Douzou, ou Bruno Permézel ou d'autres. Alors, il y aurait d'autres choses à faire, bien sûr, pour avoir une vision, une biographie. Peut-être ce serait intéressant qu'une université lyonnaise confie un sujet pareil à un doctorant, parce qu'il y a, par exemple, toute une série d'archives qu'on n'a pas explorées du tout, qui sont les archives qui se trouvent aux archives départementales de la Drôme ou de l'Ardèche, puisque, comme je l'ai dit, René Lénaud est resté 1 an et demi dans ces deux départements. Alors, venons-en à donc la vie de René Lénaud. Commençons donc par dire qu'il est né à Lyon, dans le quartier de Vèze, le 24 août 1910, que sa famille est de conditions modestes, que ce soit dans son Ardèche natale ou à Lyon, le père de René Lénaud a exercé successivement les métiers de chauffeur, il a été cultivateur, il a été cafetier, il a été teinturier, charbonnier, voilà. Et il est mort en 1913 quand son fils n'avait que 3 ans, ce qui fait qu'il s'est passé pour René Lénaud la même chose que pour son fils, c'est-à-dire tous deux ont vu leur père mourir quand eux-mêmes avaient 3 ans. Et la famille Lénaud a quitté Vèze pour s'installer sur les Pentes, au numéro 6 de la rue Vieille-Monnaie, cette rue qui est devenue aujourd'hui la rue René Lénaud.
Les Lénaud sont originaires d'Ardèche et le poète va conserver toute sa vie un fort attachement à ce département. Il va passer des vacances, ils sont plutôt dans le sud, la famille est plutôt dans le sud du département. Il va passer souvent des vacances à Vallon, Vallon qui ne s'appelle pas encore Vallon-Pont d'Arc. Et dans un de ses poèmes, il se dit par exemple fils de Vivarois, nourri de pois chiches. Il est un point important, c'est le benjamin d'une très importante et très imposante fratrie de 12 enfants, si bien qu'il a 28 ans de moins que sa sœur aînée, Louise, qui lui témoignera toute sa vie une très grande affection, un soutien constant, notamment pour ses études, et qui fera partie, après la mort de René Lénaud, fera partie de ces passeurs de mémoire, grâce à qui nous avons on peut retracer un peu cette existence. Le petit René va à l'école communale de Vèze, sur le quai Serein, aujourd'hui le quai Gilet, et ensuite il va au lycée Ampère avant d'être reçu à la faculté de droit. Alors grâce à l'amabilité de Stéphane Nivet, qui est le directeur de la communication de l'université Jean Moulin Lyon 3 et historien de la résistance, de Jean Moulin en particulier, voici sur l'écran le dossier d'inscription et les notes de René Lénaud à la faculté de droit. On peut y lire donc qu'il a obtenu le baccalauréat le 9 juillet 1930, qu'au mois de novembre qui a suivi, il s'est inscrit en première année, mais qu'il a dû interrompre ses études pour effectuer son service militaire d'octobre 1931 à octobre 1932. Il a été incorporé au 405e régiment d'artillerie de défense contre aéronefs, RADCA, à Satonnet-Camp, qui se trouvait à l'époque dans le département de l'Ain. René Lénaud retrouve les bancs de l'université pendant les années 1933-1934 et 1934-1935, mais dès 1933, il commence à donner des piges au Progrès, où il est embauché comme rédacteur le 1er octobre 1934. D'ailleurs, lors de ses obsèques, le propriétaire du quotidien, Émile Brémond, se souviendra, je cite, qu'il sortait à peine du lycée lorsqu'il entra au Progrès il y a 10 ans, et que c'est dans la fièvre de notre salle de rédaction qu'il prépara les dernières épreuves de sa licence. La décennie 1930, là c'est le deuxième CD gravé par Pierre Lénaud, la décennie 1930 est aussi l'occasion pour René Lénaud de rencontrer sa femme, Hélène, dont vous voyez que, même si pour l'état civil, elle s'appelle Hélène Lotamer, H-E, accent aigu, L-E, accent grave, N-E pour son prénom, elle orthographiait son prénom à l'anglaise, E-2-L-E-N. Elle était née en 1915 et elle nous a quittés en 2000. Elle a fait partie, elle aussi, de ces passeurs de mémoire, grâce à qui nous avons pu avoir quelques informations sur son mari, qui a permis qu'il ne soit pas oublié. Et c'est surtout dans ses entretiens radiophoniques, notamment celui de 1971, qu'on a pu retrouver un peu les conditions de leur rencontre et de leur vie de couple. Alors, dans sa contribution, Patrice Béguin les évoque dans les termes suivants, et je passe la parole à Damien. S'ils se sont croisés lorsque René faisait sa terminale au lycée Ampère, ce n'est que plus tard, lorsqu'il travaillait déjà au Progrès de Lyon, qu'il l'a abordé, rue de la République, à hauteur de l'immeuble du Quotidien, aujourd'hui siège de la FNAC. Alors que, depuis son domicile du 1 place Chazette, sur la rive droite du Rhône,
Elle se rendait dans son magasin de modiste, situé au 19 rue de la Charité, dans la Presqu'île. Ils se sont fréquentés pendant 6 ans, comme on disait alors. Je ne veux pas me marier, moi non plus. C'est ainsi qu'Hélène rapporte leur choix. Mais ils ont fini par le faire à la veille de Noël 1940, après la démobilisation de René. 6 mois après son mariage avec Hélène, naît leur fils Pierre. On n'avait pas d'appartement, confie Hélène en 1994. Leur vie se partage entre 3 lieux. La chambre de la rue Vieille-Monnaie, sur les pentes de la Croix-Rousse, qui dépend de l'appartement familial occupé par Louise Leynaud. Le domicile de la mère d'Hélène, à l'angle de la rue Duquesne, face au pont Vaïs, aujourd'hui pont de Lattre de Tassigny, dans le 6e arrondissement, et la boutique de la rue de la Charité. Alors voici maintenant, provenant d'une collection privée, 2 photos qui sont inédites et visiblement mises en scène, qui montrent le jeune René Leynaud lors de ses années de formation. Alors c'est le temps notamment où il noue des amitiés très fortes que nous évoquerons rapidement car elles seront au cœur de la rencontre du 7 novembre à la bibliothèque municipale du 1er arrondissement. Parmi ces amitiés artistiques, il y a Émile Pic, qui était quasiment son contemporain, né en 1911 et qui, lui, mourra en 1951. C'est à la fois un plasticien et un poète avec qui René Leynaud échange une correspondance nourrie et notamment une lettre dont Damien va nous lire quelques extraits et qui témoigne des interrogations que René Leynaud avait sur sa vocation de poète, une vocation qu'il va conserver toute sa vie, comme l'attesteront plus tard d'autres correspondances qu'il a avec Albert Camus, Francis Ponge ou Pascal Piat. Et voici les photos d'Émile Pic. Mon cher Émile, un camarade vient de me passer les élégies de Duino de Rilke. Le fragment que je te copie, je l'avais lu pendant la guerre et j'y avais vu une beauté bouleversante. C'est cela, la poésie. Je suis un peu honteux en songeant à ce que j'écris et à quoi manque cette méditation de tout l'être sur lui-même et le monde, le visible et l'invisible. Je suis bien près de renoncer à écrire. Je peux faire aussi bien que n'importe qui, et c'est ce qui est terrible. La poésie est une vocation unique. J'ai failli y atteindre parfois, mais j'ai perdu la chance de cet accident intime, prophétique, inexplicable, qui est à l'origine de toute poésie irremplaçable et qui la révèle dans le créé et suppose, avant qu'elle soit, sa forme, son rythme, sa décision. Alors, outre ces échanges de lettres entre René Leynaud et Émile Pic, sont également conservés, toujours en main privée, comme on dit, des livres qui ont appartenu au poète et qui ont été illustrés par son ami Émile Pic. Et d'ailleurs, ce sont des ouvrages qui font un peu regretter que, semble-t-il, il n'ait pas été établi un inventaire de sa bibliothèque rare et précieuse. Les mots sont d'Albert Camus, bibliothèque rare et précieuse. Et Francis Ponge, lui, disait que sa bibliothèque était admirablement composée et que pour ce qui est de la poésie, elle était complète. Impossible toutefois d'évoquer les jeunes années de René Leynaud sans faire mention d'un autre plasticien, le peintre Jean Martin, lui aussi contemporain de René Leynaud, 1911-1996, connu dès l'école communale de Vèze. C'est vraiment une amitié qui a duré
toute leur vie commune. Là encore, on ne va pas dire grand-chose de cette amitié parce qu'elle sera au cœur de la rencontre du 7 novembre, mais nous allons laisser la parole à Jean-Christophe Stuccilli, un des spécialistes de cet artiste, qui sera précisément avec nous à la bibliothèque du 1er arrondissement le 7 novembre. Une autre amitié, celle du peintre Jean Martin, plus fraternelle, car nouée au cœur de l'enfance, accompagne Leno sa vie durant, confortant une sensibilité déjà aiguisée aux arts graphiques et à la peinture. Autodidacte, Martin se forge une solide culture visuelle et développe avec succès dans les années 1930-1940 une peinture de la réalité, marquée par l'ascendance des peintres du XVIe siècle allemand et de l'expressionnisme flamand. L'amitié entre les deux hommes se nourrit aussi d'une commune foi chrétienne. Martin choisit ainsi Leno pour parrain de sa fille aînée Janine, née en 1932, qui deviendra par la suite religieuse. À dire vrai, les familles Leno et Martin entretiennent des relations quotidiennes et il n'est pas rare que le couple Leno, dans ses itinérances résidentielles, passe quelques nuits chez les Martin dans leur vaste appartement de la place Antonin-Poncet. Alors à partir de 1933, René Leno, que l'on voit ici sur une photo qui a vraisemblablement été prise dans la salle de rédaction du Progrès, il évolue donc dans un univers professionnel, celui de la presse, qui est à l'origine aussi de puissantes amitiés. Alors j'ai déjà évoqué le nom de Roger Guibaud, qui est interviewé en 1971. Roger Guibaud a ainsi décrit l'ambiance qui régnait au Progrès dans ces années 1930. Je cite, « L'émulation jouait à plein. Poèmes, nouvelles, romans, œuvres théâtrales, hâtivement ou longuement conçues, étaient soumises à la critique des camarades. Dans les intervalles du halètement journalistique, des conciliabules naissaient, souvent des controverses. Ces relations amicales, qui parfois dépassent le cadre professionnel, compteront pour beaucoup dans l'engagement de nombreux salariés du Progrès dans la Résistance. Ce livre a été l'occasion aussi de mesurer l'apport tout à fait majeur que les journalistes lyonnais, et après aussi les journalistes nationaux, mais spécialement à Lyon, et spécialement ceux du Progrès, ont apporté à la lutte contre l'occupant. Alors il faut dire que le Progrès compte à l'époque quelques fortes personnalités. Il y a Henri Amoretti, le secrétaire général de la rédaction, qui sera résistant et historien de la résistance lyonnaise, Lyon-Capitale 40-44, c'est lui. Il y a Yves Farge, qui était alors responsable des rubriques politiques étrangères et beaux-arts, et qui sera à la Libération le commissaire de la République, le premier commissaire de la République de la région R1, la région Rhône-Alpes plus Jura et Saône-et-Loire. Georges Altman, que l'on voit à droite, là, qui lui travaille à la rédaction parisienne du Titre. Henri Boet, que j'ai cité tout à l'heure, lui, il est journaliste au service des sports, et il sera un très précieux témoin de la vie du quotidien pendant la guerre, et après la Libération, une des grandes figures du syndicat national des journalistes. Également Pierre Corval, qui est un rédacteur qui suit les travaux parlementaires, notamment pendant les années du Front populaire. Et puis Marcel Gabriel Rivière, qui lui tient la rubrique sportive et qui couvrira également la guerre d'Espagne en 1936. Et enfin, là, on le voit à gauche de la photo, Pascal Piat, qui, avant d'aller diriger la rédaction d'Alger républicain et d'y embaucher un certain Albert Camus, travaille pendant 2 ans, entre 1935 et 1937, au Progrès. Et c'est lui qui, en 1971, au micro de Paul Gravillon, va se souvenir de ces années lyonnaises d'avant-guerre et de son confrère René Leno.
J'ai connu René Lénaud en arrivant au Progrès de Lyon à la fin de 1935. C'était alors un jeune homme qui avait fait ses débuts dans le journalisme quelques mois plus tôt. Mon attention a été attirée tout de suite par sa réserve, sa finesse. C'était un garçon qui, à ce moment-là, rougissait facilement quand il disait quelque chose et qui, pourtant, ne disait rien qu'il ne pensât vraiment. C'était un garçon pétri de scrupules. C'est probablement, il était plus jeune que moi sensiblement, un des êtres qui m'ont inspiré le plus de respect. Il était l'honnêteté même. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu dire quelque chose qu'il ne pensa pas. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu mentir. C'était aussi un poète, mais de cela il ne disait rien. Quand il m'a parlé de sa poésie, quand il m'a montré les vers qu'il avait écrits, c'était en 1940. Il y avait plus de 6 ans que je le connaissais, il ne m'en avait jamais rien dit. Il avait toutes les pudeurs, il avait la pudeur de ses sentiments, il avait la pudeur de son talent, il avait la pudeur de ses amours, il avait la pudeur de ses amitiés. C'était vraiment une âme exquise. C'était un homme d'un très grand prix. Alors il y a un autre journaliste qui lui s'appelait Adrien Mallet, qui compte beaucoup dans ces années 1930. Il est conteur, il est romancier, il est homme de théâtre, mais à l'âge de 34 ans, en 1936, il meurt d'une crise cardiaque, semble-t-il. Et l'année suivante, à l'initiative d'un de notre collègue et ami de René Lénaud, Jean Sénard, qui sera bien plus tard le mentor d'un jeune rédacteur du Figaro littéraire appelé Bernard Pivot, Jean Sénard va solliciter plusieurs des amis d'Adrien Mallet pour un livre d'hommage qui s'appelle donc « Un écrivain, Adrien Mallet ». Dans les auteurs de ce livre, il y a donc René Lénaud qui s'intéresse au journaliste Adrien Mallet. Il y a Georges Pack, appelé élève de Normale Supérieure. Peut-être ce nom dit-il quelque chose à certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui ensuite a été un agent double, un espion au service de l'Union soviétique, je crois, et qui a été gracié finalement par le général de Gaulle dans les années 60. Il y a Georges Garampon, professeur et écrivain, dont on reparlera, et enfin Jacques Morlin, écrivain et directeur de théâtre. Ce livre est publié à Lyon, aux éditions Joanny-Lorge, et il est publié à 300 exemplaires, mais fort heureusement, un exemplaire figure dans les collections de la Bibliothèque nationale. Et donc, le texte de René Lénaud porte sur le journaliste Adrien Mallet. Il semble, sous bénéfice d'inventaire, que ce soit là le seul texte publié du vivant de René Lénaud, évidemment indépendamment de ses articles de presse, mais le seul texte publié dans un livre par René Lénaud de son vivant. Et certains propos qu'il tient en 1937 sur son ami disparu résonnent assez étrangement lorsque on sait que 7 ans plus tard, lui aussi, dans d'autres conditions, quittera la vie exactement au même âge, à peine, même pas à 34 ans. Mais pourquoi, dans telle expression de son art plus volontiers que dans telle autre, vouloir désormais découvrir cet absent ? Toute action et contradiction comme il fut, il n'est nulle part cerné et discernable dans une formule. La mort elle-même n'a rien résolu. Dans notre souvenir, il lui échappe de toutes parts. Notre ami était trop jeune, trop victorieux, trop divers, et nous l'aimions trop. C'est l'explication et l'excuse de notre pauvreté lorsque nous parlons de lui.
Alors, pendant les années de guerre, et sans doute après le sabordage du Progrès, qui a lieu le 12 novembre 1942, après l'invasion de la zone sud par les armées de l'occupant, René Lénaud répond aussi à une sollicitation que lui font deux amis qu'on vient de citer, à la fois Jean Sénard et Jacques Morlin. Tous deux sont en effet responsables dans une maison d'édition grenobloise qui s'appelle Dardelais et compagnie, d'une collection pour enfants et adolescents intitulée, on le voit ici, « Je veux connaître ». Et donc, sans doute parce que les deux amis connaissent la bibliothèque rare et précieuse de René Lénaud, sans doute parce qu'ils connaissent aussi l'intérêt qu'il porte à la chose imprimée, ils lui demandent de rédiger un livre sur le livre, l'histoire du livre, l'histoire de l'imprimerie. Et c'est ce que va faire René Lénaud. Le livre va sortir, hélas, après sa mort, l'achevé d'imprimer date d'août 1944 ou de juillet 1944, et René Lénaud est mort le mois précédent. C'est un beau livre de 32 pages au format in octavo, là, à l'italienne, avec de très beaux dessins d'un certain Paul Made. Et on a dans les collections de la bibliothèque municipale une lettre de son ami Jacques Morlin qui accuse réception de la première mouture du texte et qui dit à René Lénaud, écoute, c'est plutôt pas mal ce que tu as fait, il y a quelques propositions, on a quelques suggestions de modifications à faire, et René Lénaud les fera, mais il n'aura pas l'occasion de voir le livre terminé. Mais dans ces archives données par Pierre Lénaud à la bibliothèque, évidemment, figurent les coupures de presse qui ne sont pas forcément datées. Je rappelle qu'à l'époque, les gens qui ont découpé ne dataient pas, et qui ne sont surtout pas signés. Mais on pense que c'est René Lénaud qui les a écrites. Elles correspondent à la période qui est donc fin 40, début 41 jusqu'à l'été 42, où René Lénaud est à Valence, où le Progrès l'a nommé chef de centre pour les 2 départements de Drôme-Ardèche. Alors, on a 2 articles, par exemple, qui sont sur l'écran. Il y en a un qui s'appelle « Voyages immobiles », là, à droite, qui est consacré à la compensation que peut représenter la lecture à une époque où, dit l'article, on ne voyage plus ou presque plus. Et ce qui nous fait penser que c'est un article de René Lénaud, c'est qu'on trouve une référence, je cite, au poète lyonnais Maurice Sèvres qui a chanté « Le vain travail de voir divers pays ». Et quand on sait que René Lénaud avait eu un fort penchant pour la poésie lyonnaise du XVIe siècle, on peut penser que ce texte était de lui. Et puis, sur la gauche, là, on a un article, une longue interview d'un artiste, un peintre qualifié de peintre fervent du Rhône, réalisateur du premier grand dessin animé français, qui sera par ailleurs le grand décorateur qui accompagnera tous les films de Robert Bresson. Il s'appelle Pierre Charbonnier et il est domicilié à La Roche-de-Glun dans la Drôme. Et c'est aussi un proche du couple Lénaud. On a retrouvé par exemple en 2022, trace de la vente en 2022 d'un exemplaire du poème inachevé de René Lénaud, dédicacé par Hélène, je cite, « à notre cher ami Charbonnier et à Régina ». Alors, après ces informations d'ordre biographique et professionnel sur le journaliste René Lénaud, et avant d'évoquer la figure du résistant,
nous vous proposons, pour ne pas tout à fait l'occulter, de voir un peu la figure du poète. Donc une brève séquence destinée à faire entendre, grâce à Damien, deux de ses poèmes. Alors, d'abord, le poète mort, qui se trouve à gauche, qui ouvre le recueil des poésies posthumes publié en 1947 par Albert Camus et Francis Ponge, mais dont, bizarrement, les deux amis n'ont pas repris le titre qui, pourtant, figure sur le manuscrit. L'autre poème qui figure sur cette diapo, là, Le mot, était un poème jusqu'à présent inédit avant ce livre, jusqu'à sa parution là, et c'est dans les archives du Fonds Camus que nous sommes allés voir à Aix-en-Provence, nous avons trouvé ce qui ressemble à un sommaire prévisionnel des poésies posthumes dans lequel ce poème est cité, mais qui ne figure pas dans l'édition publiée par Gallimard. Donc on peut penser qu'il a fait partie à un moment de la sélection, mais que Ponge et Camus ont préféré l'écarter à un moment donné. Il faut rappeler que je parle sous le contrôle d'Isabelle, 1900, des années qui suivent la Libération, le papier est très rare. Hein, donc, quand on publie des livres, on les publie à peu d'exemplaires et ils ne font pas beaucoup de pages. Les poésies posthumes, ça doit faire 94 ou 96 pages, je crois. Le poète mort. La couronne tressée dont j'ai ceint ma prière porte un feu de rubis caressé par ma main, que chacun vient baiser, comme lisse est la pierre, à pourrir mon corps nu et son sort souterrain. J'habite à même l'ombre, ainsi la flamme entière pénètre la pensée et meurt sur ses confins de cire irradiée, car des astres charmèrent ma tête tôt éteinte en ces langes de lin. Vivant, je ne le suis, sinon qu'en vos poitrines réside encore la voix que la mort me ravit. Et redire mon nom me fait l'ombre divine du soleil de mes jours venir à mon envie. Et moi, venir à moi, et ma chair transparaître, mieux acquise aux voix que mon chant ne sut l'être. Alors on va vous proposer un autre très court poème qui est lui aussi présent sous forme de tapuscrit, est présent sous forme de tapuscrit, ce qui semble indiquer que son auteur avait estimé qu'il était arrivé à une forme convenable. Alors il s'agit du poème Plume qui se trouve à gauche et qui lui aussi était inédit avant ce livre. L'image d'à côté donne à voir un autre poème qui lui est intitulé D'après Heine. Il a été publié dans les poésies posthumes de 1947, mais sans son titre qui pourtant figure sur le tapuscrit. Plume. L'oiseau retourné dans le vent laisse une plume de son aile. Souffle et péril, souvenir d'elle qui, doux et folle, vole aux cieux lents et tournoie, demi-infidèle, comme au soleil un cerf-volant. Alors, parmi les découvertes là, qu'on a faites dans les collections de manuscrits et de tapuscrits de l'Hainaut à la bibliothèque, avec Patrice Béguin, on a découvert alors vraiment des dizaines et des dizaines de pages qui attestent que René Lénaud avait sans doute dans l'esprit une œuvre extrêmement ambitieuse, un long poème, à la façon, là aussi, des poètes du XVIe ou du XVIIe siècle, Agrippa d'Aubigné, par exemple. Agrippa d'Aubigné, dont par ailleurs, un jour, il envoie les œuvres à Albert Camus. Et dans ces textes, donc, ce sont
vraiment des grandes envolées comme ça sur la naissance du monde, la création, etc. On a appelé ça avec Patrice Béguin le cycle cosmologique, mais c'est nous qui l'avons appelé comme ça, et pas lui. Hein. Et puis alors, on a aussi toute une série de textes qui sont plutôt des... Là, on les a appelés des maximes, aphorismes, notations, réflexions, des choses comme ça. Certains sont regroupés sous un titre. Il y a par exemple un recueil qui est un ensemble de textes qui est regroupé sous l'intitulé « Notes de ma vie fuyante » et qui est dédié à Jean Sénard pour qu'il apprenne à moins bien me connaître. Et l'autre est intitulé « Pensée chrétienne ». René Lénaud avait une foi catholique très forte, et c'est dans ce dernier ensemble que figure un texte appelé « Le sacrifice » que rétrospectivement on ne peut pas ne pas relier à l'action de René Lénaud dans la Résistance. Voici en effet ce qu'on peut y lire. J'ai toujours cherché quelque chose en échange de quoi, et même sans échange, je puisse donner ma vie. Je voulais que ce don réciproque ou ce don unique de ma vie s'inspirât d'un mouvement où la réflexion n'exclut pas l'enthousiasme et où l'enthousiasme n'exclut pas la réflexion. La condition de ce choix suprême était, bien au contraire, que l'enthousiasme et la conscience se multiplient et se fécondent l'une par l'autre, jusqu'à faire surgir de leur profondeur cette foi irrépressible que quelque chose valait enfin d'être magnifié par le double sacrifice vivant d'une conscience et d'un enthousiasme qui accepterait de me donner la mort. Cherchant autour de moi, je n'ai rien trouvé qui emportât cette adhésion de tout mon être et cette négation de ma vie mortelle. Septembre 1939, déclaration de guerre. Voici ce qu'écrit Albert Camus dans la préface qui ouvre en 1947 le recueil des poésies posthumes. En septembre 1939, Lénaud est mobilisé, se bat en Lorraine, puis en Belgique, fait la retraite de Dunkerque et, se trouvant éloigné des manœuvres d'embarquement, réussit cependant la traversée de la Manche jusqu'à Plymouth par des moyens de fortune. Il revient en France et l'armistice le trouve à Agen, exténué et malade. Et de fait, les mois qui suivent la défaite de juin 40 sont pour lui très difficiles. Dans un brouillon de lettres qui n'est pas daté et qui est adressé sans doute à un ami, mais qui n'est pas identifié, il décrit un état quasiment dépressif auquel aussi la mort de sa mère le 19 juin 1939 a sans doute contribué. Il écrit ceci: « Je suis seul avec le monde et je lui dois chaque jour donner mes forces pour que je puisse continuer à exister. Combien ce me fut pénible au sortir de l'épreuve lorsque la guerre fut perdue. » Alors néanmoins, il revient à Lyon en août 1940. Il retrouve à la fois Hélène et son travail au Progrès. Il est ensuite nommé à Valence sans qu'on sache très très bien à quel moment précis il va dans la Drôme. Et après son mariage avec Hélène, le 24 décembre 1940, la veille de Noël, il devient père le 29 juin 1941 d'un enfant donc prénommé Pierre. Alors, il n'est pas possible, en l'état de nos recherches, peut-être le trouvera-t-on un jour, de déterminer avec précision la date de l'entrée en résistance de René Lénaud. On peut néanmoins situer de façon certaine son engagement dans la deuxième moitié de l'année 1941. Par exemple, on a le témoignage de Marcel Gabriel Rivière
qui dit, dans les témoignages qu'il a laissés auprès de la commission sur l'histoire de la guerre, il écrit ceci: « C'est à Combat que devait, dès la fin de l'année 1941, rejoindre Rémy Roure, collaborateur du Progrès déjà engagé dans la lutte, d'autres journalistes, René Lénaud, Marcel Gabriel Rivière, André Buche, Pierre Corval. » Et pour reprendre les termes de Georges Bidault, le Progrès était alors une véritable foire au complot, un propos que va corroborer Yves Farge dans ses souvenirs d'un commissaire de la République. Il écrit ceci: « Dans ce petit bureau du Progrès de Lyon que nous partagions, Georges Altman et moi-même, nos colères se sont plus d'une fois confondues, nos espérances aussi, et celles de tous ceux qui vinrent là, chuchoter, chercher le fil de l'organisation. Jean Cavaillès, Pierre Kahn, Jean Moulin, Marchal, René Lénaud. » Alors, au sein du mouvement Combat, René Lénaud va jouer plusieurs rôles. C'est lui qui, en particulier, convainc plusieurs salariés du Progrès de rallier la lutte contre l'occupant, à l'exemple de son collègue de la Sportive, la Marcel Gabriel Rivière. Dans la déposition que je viens d'évoquer, la commission départementale d'histoire de la guerre, on peut lire « Fin 1941, M. Rivière fut approché par un de ses camarades René Lénaud du mouvement Combat et par M. André Plaisantin. » Alors André Plaisantin, c'est sans doute un des tout premiers compagnons d'Henri Frenay, et c'est sans doute lui qui est à l'origine de l'engagement dans Combat de René Lénaud. Nous avons par exemple découvert que les beaux-parents d'André Plaisantin, c'étaient les voisins de palier de Louise Lénaud, au 6 rue Vieille-Monnaie. Donc on peut vraiment faire l'hypothèse que si René Lénaud, s'engageant dans la résistance, choisit Combat, c'est sans doute parce que il y a eu l'entremise donc d'André Plaisantin. Alors, je l'ai dit, dans les archives, nous ne trouvons aucun document qui évoque l'action résistante de René Lénaud, dans les archives conservées à la bibliothèque municipale. Il y a un seul indice d'un possible rendez-vous lié à ces activités clandestines, et c'est ce quelques mots là jetés au crayon à papier au verso d'un manuscrit et à peine lisible et écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe d'ailleurs. On lit autobus Pont Mouton pour Écully, autobus 2001 descend Pont d'Écully, route de droite. Bon, alors ça peut être un rendez-vous clandestin, d'autant qu'il y a quelqu'un qui habitait à Tassin-la-Demi-Lune, c'est Yves Farge, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un rendez-vous d'une autre nature. Alors, René Lénaud s'engage dans le mouvement Combat au cours du deuxième semestre de l'année 1941, mais quelques mois plus tard, au printemps 1942, Maurice Chevance, Bertin dans la Résistance, le futur général Bertin Chevance, le charge de créer un service de renseignement, un SR, dans la région R1, c'est-à-dire les 8 départements de notre ancienne région Rhône-Alpes, à laquelle s'ajoutent le Jura et la Saône-et-Loire. Et dans un organigramme publié en 1957 dans un livre de Marie Granet et Henri Michel, on précise que René Lénaud exerçait cette responsabilité au niveau local, Lyon, au niveau départemental, le Rhône, au niveau régional, R1, la fameuse région R1. Et comme Combat figure parmi les groupes clandestins qui ont l'organisation la plus aboutie, quand en janvier 1943 a lieu la fusion avec les 2 autres mouvements de résistance, Francs-Tireurs et Libération Sud, qui constituent les mouvements unis de résistance, les MUR, assez logiquement, c'est René Lénaud qui prend la responsabilité du service régional des mouvements unis de résistance.
et plus précisément qui prend aussi la responsabilité de sa branche politique. Au plan national, c'est un service de renseignement qui est en lien avec le réseau, le célèbre et grand réseau Gallia. Alors, quelles sont, en ces années 42-44, les missions d'un SR, un service de renseignement? Dans un livre paru en 1970, La nuit sans ombre, Alban Vistel, qui fut le patron des murs et le chef des forces françaises de l'intérieur au moment de la libération de Lyon, Alban Vistel les a décrites ainsi. Le SR doit savoir quels sont les stocks de matières premières, les types de fabrication, la cadence de production de toutes les usines qui, bon gré mal gré, produisent pour l'Allemagne. Par ailleurs, sa branche politique recueillera toute information sur l'activité quotidienne des préfectures, mairies des grandes villes, organismes administratifs, politiques, économiques et jusque dans les ministères de Vichy. Enfin, en interne, il s'agira de détecter les sympathisants, d'évaluer l'aide qu'ils peuvent apporter par les moyens matériels dont ils disposent et du fait de leur enracinement social. On saura ainsi qui est sûr, qui peut procurer des boîtes aux lettres, des chambres pour les militants clandestins, des lieux de réunion, des dépôts pour le matériel de propagande. Afin de mener ces missions, il faut des hommes sûrs, capables de mener une existence anodine, jouer même la comédie de l'ingénu, et cependant regarder, écouter, discerner les complicités possibles afin de multiplier les antennes, extraire le véridique des rumeurs et des fabulations. Alors, dans une déposition sur combat, c'est le titre du document, qui date de 1955 et qui se trouve aux archives départementales et métropolitaines, André Plaisantin, donc celui qui a sans doute introduit l'ENO dans le mouvement combat, lui aussi a précisé les missions du SR de combat et il a confirmé la responsabilité régionale qu'en avait René Lénaud. Vous pouvez le lire, service de renseignement, centralisation de tout document, renseignement, information de tous ordres, connaissance rapide des faits, tableau chronologique permettant par recoupement de déceler les raisons et les origines, notamment pour les arrestations en chaîne. René Lénaud fut le régional du service, travaillait au début avec Jacqueline Bernard, sœur de Jean-Guy Bernard, le grand organisateur du mouvement combat. Alors, à ces missions de chef du service de renseignement dans la région R1, René Lénaud ajoute aussi une autre responsabilité majeure, celle de la propagande régionale, comme on disait, en participant ponctuellement à la rédaction, mais surtout en coordonnant l'impression et la diffusion de nombreux titres clandestins, à commencer évidemment par Combat, mais aussi Témoignages chrétiens, Action, Défense de la France, les cahiers de témoignages chrétiens, etc. Et il va faire équipe avec André Bollier, alias Vélin, ce jeune polytechnicien et ingénieur au câble de Lyon, qui, sous couvert d'un très officiel bureau de recherche géodésique, va se procurer du papier et installer, rue Viala, une imprimerie clandestine avec un tirage tout à fait phénoménal. Selon Pascal Piat, dit-il, Bollier peut tirer toutes les 3 semaines 300 000 exemplaires de Combat, sans parler d'autres feuilles clandestines qui ont recours à ces services lorsque les imprimeurs établis font défaut. Et avec Robert Cluzan, alias Fabrice, qui était rédacteur à la préfecture du Rhône et lui aussi membre de Combat, Bollier et René Lénaud vont fonder un nouveau journal, la Marseillaise de Lyon et du Sud-Est, dont le premier numéro paraît en février 1944. Il y en aura par la suite 7 autres, tous tout aussi clandestins, tirés entre 45 et 60 000 exemplaires, avant que le 8 septembre 1944, le numéro 9, qui n'est plus clandestin bien sûr, ne célèbre la libération de Lyon. Mais hélas, aucun des 3 fondateurs
ne put voir le jour ce 8 septembre 1944. Tous trois auront succombé sous les tortures ou les balles des nazis entre juin et août 1944. Et dans le premier numéro, le directeur du journal, qui n'est autre qu'Alban Vistel, présente ainsi l'ambition de ce nouveau titre. La résistance française témoigne face à l'univers, par ses héros, par ses martyrs, par tous ceux qui souffrent dans les tortures et qui tombent sous les balles. Elle témoigne aussi par ce qui d'abord l'a fait connaître ici et dans le monde, la voix aujourd'hui puissante de notre presse clandestine, de nos journaux répandus maintenant à centaines de milliers d'exemplaires et qui portent l'illégale vérité à travers le mensonge légal et l'infamie d'État. Une grande région comme la nôtre, qui, avec Lyon, Grenoble, les Savoies, est champ de bataille et champ d'honneur de la lutte contre l'ennemi, doit avoir son haut-parleur régional. La Marseillaise dira la lutte des villes, des villages, des bourgs, des usines, des maquis de notre belle et vaillante région. Elle sera l'écho de ces milliers d'héroïsmes quotidiens qui placent tant de nos terroirs au tableau d'honneur de la résistance. Elle fera la chronique locale et régionale du crime et de la trahison. Alors, outre ses fonctions de chef du SR et de coordonnateur de la propagande pour la région Airain, Leynaud va faire partie avec Louis-Martin Chauffier, Georges Altman et André Sauget des 4 fondateurs en septembre 1943 du Comité national des journalistes clandestins. Et après le départ des deux derniers nommés, Altman et Sauget, qui partent pour Paris pour travailler auprès de Georges Bidault, Rémy Roure et Pierre Corval au bureau d'information de la presse qu'a créé Jean Moulin en avril 1942, c'est René Leynaud qui dirige la section lyonnaise de ce Comité national des journalistes clandestins. Il a notamment, ce comité, pour ambition de réfléchir aussi à l'organisation de la presse une fois la libération advenue, d'où, dans un périodique intitulé « Les Étoiles », le vœu qui est formulé en février 1944 et dans lequel on peut lire que le comité, je cite, « demandera l'élimination des trusts et des puissances d'argent dans la presse ». On ne va pas faire de commentaires. Et dans son livre Lyon Capitale, 1940-1944, que j'ai déjà cité, Henri Amoretti, donc, qui était le secrétaire général de la rédaction du Progrès, énumère les journalistes familiers des réunions de ce comité. Je revois groupés autour de ma table Louis-Martin Chauffier, angoissé par l'enlèvement de son enfant, Louis Aragon, fier d'annoncer le sabotage d'une usine que vient d'opérer un groupe de choc des FTP, André Wurmser, prompt à s'enflammer, Molina, venu à moto, porteur d'une grande sacoche bourrée de journaux de la Résistance, André Sauget, sarcastique, Madame André Violis, qui vit dans une assez lointaine campagne, Marc et Barsalou, de La Dépêche, qui ont fait le voyage l'un de Toulouse, le second de Vichy, et nous racontent l'assassinat de leur patron Maurice Sarraut, le 2 décembre 1943, et l'ignoble conduite des miliciens criminels, Georges Altman, vif, brillant, Ponge et Leynaud, plus calme. Alors, je profite pour dire André Violis, personnage que personnellement j'ai découvert. C'est une existence incroyable, né en 1870, je crois, et qui a été une des toutes premières femmes grand reporter et qui a mené une action formidable pendant la Résistance. Elle était à Dieulefit, autre terre de résistance. Je pense qu'un jour, ça serait bien de faire quelque chose sur une femme comme celle-là. Hein. Je sais pas, peut-être l'avez-vous déjà fait, non? Non. Il y a d'ailleurs à Grenoble une personne qui a écrit un livre sur Alice Anne Jandel, qui a écrit un livre sur André Violis et qui travaille à l'Observatoire des politiques culturelles. Voilà. Spécial. Bien, dans les noms qu'a cités Henri Amoretti, il y a le nom de Francis Ponge,
qui faisait partie de ces journalistes présents lors des réunions du Comité national des journalistes clandestins. Et en effet, parce qu'au début de l'année 42, Francis Ponge, le poète, donc, qui s'est réfugié dans la région lyonnaise, il est en fait à Roanne à ce moment-là, et c'est par l'entremise de son ami Pascal Piat que Francis Ponge va quitter un boulot dans les assurances pour travailler au Progrès. Au début, il travaille pour l'édition locale de Roanne, où il écrit des billets hors sac dans lesquels il décrit la vie quotidienne à Roanne. Alors ça peut être la crise du logement, le ravitaillement, le rationnement, le problème de manque de combustible, etc. Et en mai de cette même année 1942, le journal lui propose le poste de chef d'agence à Bourg-en-Bresse, donc pour le département de l'Ain, et il devient donc l'homologue de Leno, à Andromardèche à Valence. Et du coup, la famille Ponge s'installe dans l'Ain, à Coligny. Alors c'est aux confins, plutôt dans le nord-est du département, aux confins du département du Jura. Et on comprend dans ces conditions que les deux hommes vont forcément être amenés à se rencontrer, étant collègues au Progrès. Et c'est vraisemblablement dès le printemps 1942 que les deux hommes se rencontrent et vont nouer dès lors une très vive amitié. Par exemple, quand Ponge vient à Lyon, il est hébergé par René Lénaud dans la chambre de la rue Vieille-Monnaie, à preuve la dédicace que l'auteur des 12 petits écrits ajoute, on le voit ici, le 30 juin 1942, à l'exemplaire qu'il a trouvé dans la bibliothèque de son ami. Ça veut dire que, par exemple, René Lénaud avait déjà acheté, avant de connaître Ponge, le livre de Francis Ponge, justement, les 12 petits écrits. Et à l'automne suivant, Francis Ponge dédicace Le parti pris des choses, qui est un des recueils majeurs de Ponge, qui sort précisément en mai 1942. Et par la suite, le Progrès, je l'ai dit, s'aborde le 12 novembre 1942. Les deux hommes n'ont plus d'occasion professionnelle de se rencontrer, mais ils poursuivent leur relation amicale que va bien sûr renforcer leur engagement commun dans la résistance. Alors, selon un des biographes de Francis Ponge, Jean Thibaudot, sous le couvert d'une représentation en librairie, dit-il, Ponge parcourt la zone sud et contacte les journalistes supposés sympathisants pour les inciter à se grouper et à entrer en liaison avec les ouvriers. Et par ailleurs, on sait que sous le pseudonyme de Roland Mars, Ponge va participer à plusieurs recueils clandestins de poésie, dont le fameux L'honneur des poètes. Entre Ponge et Lénaud, comme témoignage d'amitié, nous savons qu'existe la correspondance qu'échangent les deux hommes et qu'a su conserver Armande Ponge, la fille du poète qui a bien voulu nous recevoir, Patrice Béguin et moi, et nous donner copie des lettres. Alors non pas que son père avait reçu de René Lénaud, mais bizarrement celle que son père avait envoyée à René Lénaud. Et on n'a pas l'autre côté, et on pense que les deux familles, à un moment donné, ont dû échanger les lettres que leur poète avait reçues. Et à l'automne 1944, quand sera confirmée la mort de René Lénaud, Francis Ponge va se montrer très profondément affecté et l'atteste ce qu'on a appelé les pages d'atelier, qui ont fait l'objet d'une édition il y a une vingtaine d'années, dans ces pages d'atelier, il y a une dizaine de pages qui concernent René Lénaud,
À la suite, notamment, il essaye de répondre à une sollicitation que Jean Sénard, toujours lui, avait faite à Camus, à Ponge, à Piat, à Garampon. Il leur avait dit il faudrait faire un livre en hommage à René Lénaud, et voici ce que répond Francis Ponge, ce qu'il dit en tout cas. Ce que j'ai à dire est fort simple. Un merveilleux garçon a été fusillé quelques semaines avant l'insurrection. Farouche, bon, pas fier, incorruptible. Beau, agile, pas efféminé pour un sou, sûr, sans faille, d'une grâce virile. Petite bourgeoisie sortant à peine du peuple, pas primaire pour un sou, d'un goût très châtié, du goût le plus fin, authentiquement catholique. Avant de le connaître, je devais déjà de la reconnaissance à Lénaud. Un ami commun le lui ayant demandé, il s'employait pour moi, à mon insu, à sa manière qui était tenace, sans être importune. Il réussit. Comme il me semble qu'il a tout réussi. Sa vie, sa mort, sa mémoire, son mariage, son petit Pierre. Je le vis alors, et tout de suite il me devint cher. Il se mit à ma disposition, m'offrit tout ce qui m'était le plus utile, son appartement, sa bibliothèque, son tabac. J'usais, j'abusais peut-être de cela. Cela était nouveau pour moi. Alors, parmi les amitiés nouées pendant la guerre par René Lénaud, on le sait ici, se trouve une autre grande figure de la littérature du XXe siècle, Albert Camus. Alors, en fait, les deux hommes se sont connus que à peine une année, 12-14 mois, oui, peut-être, probablement toujours par l'intermédiaire de Pascal Piat et de Francis Ponge qu'ils se rencontrent au printemps 43. À ce moment-là, Camus soigne sa tuberculose au Chambon-sur-Lignon. J'ai mis la photo d'un livre qui vient de sortir, là, Camus chez les Justes, qui est d'ailleurs tout à fait intéressant. Et parfois, les deux hommes se rencontrent à Saint-Étienne ou à Lyon. Et comme pour Ponge, eh bien, Albert Camus va dédicacer des livres à René Lénaud, notamment un exemplaire de L'Étranger, et comme avec Ponge, les lettres que s'envoient les deux hommes témoignent à la fois de l'amitié sincère qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et aussi de l'intensité de leurs échanges et de leur hauteur. Malheureusement, voilà, là, j'ai mis une partie un extrait d'une lettre que Thierry Renard avait déjà publiée il y a déjà une vingtaine, 25 ans, je crois. Voilà. Mais hélas, au printemps 44, le destin de René Lénaud va mettre un terme à ces deux amitiés aussi fortes que récentes. Le 16 mai 1944, en effet, le chef régional du SR est interpellé place Bellecour par la milice, blessé d'une rafale dans les jambes après avoir tenté de s'enfuir. Il est interné à Montluc dans les conditions épouvantables qu'ont décrites les rescapés. Il est sans doute, dans les semaines qui suivent, interrogé, torturé. Son fils, dans une des interviews, l'a dit que, compte tenu des papiers qui ont été saisis sur lui, parce qu'il semble que dans l'après-midi de ce 16 mai 1944, il ait relevé une boîte aux lettres, la Gestapo a très vite compris qu'elle tenait, dixit Pierre Lénaud, un gros poisson. Et dans son livre déjà cité, La nuit sans ombre, Alban Vistel parle de Lénaud comme du meilleur des adjoints, du meilleur des compagnons, et à un autre endroit, il parle de Lénaud comme de son successeur désigné, ce qui fait qu'on est peut-être autorisé à dire que Lénaud, c'était un peu le numéro 2 de la résistance à Lyon et dans la région, puisque Vistel sera le patron de la résistance dans la région R1.
Alors la suite de cette arrestation et de ces semaines à Montluc, on peut la lire dans la bouleversante préface que Camus a donnée en 1947 aux poésies posthumes qu'il a publiées avec l'aide de Francis Ponge, mais on peut aussi la retrouver dans un document rédigé par un certain Michel, non identifié, qui a été publié en août 1945 à l'occasion de l'inauguration du monument de Villeneuve, qu'on a retrouvé dans le fonds Camus à Aix-en-Provence. Et il semble bien que Camus se soit très directement inspiré de ce texte. Le 13 juin, entre 5 et 6 heures, 19 patriotes internés étaient rassemblés dans la cour du fort Montluc. Ils burent leur dernier café et, menottes aux mains, furent chargés dans un camion. Conduits place Bellecour, ils restèrent 3 quarts d'heure dans les caves de la Gestapo. Leurs chaînes furent enlevées. Remontés dans la sinistre voiture, sous bonne escorte, ils furent dirigés jusqu'au palais de la Foire, puis dans la direction fatale. À 11 heures, le convoi, à une allure d'enterrement, traversa le village de Villeneuve. Face au petit bois de peupliers où se dresse le monument érigé en leur mémoire, le convoi s'arrêta. « Descendez et allez !» Le premier groupe de 6 pénétra dans le taillis. Pas derrière, les balles de mitraillette les couchèrent. La deuxième, puis la troisième vague suivirent. Les coups de grâce, puis le silence. Un homme blessé se releva, Toinet, seul survivant du massacre. De braves paysans de chez nous, au risque de leur vie, le recueillirent. J'ai vu, dans le soir tombant, un de ces beaux soirs d'été où l'odeur des foins fraîchement coupés s'étend câlinement sur la campagne, les corps, les pauvres corps étendus au pied de ces arbres dans le calme infini. Le rossignol lui-même s'était tu et la brise hésitait à pénétrer. La gorge sèche, j'ai retourné plusieurs visages, tous morts inconnus, victimes de la barbarie nazie. Alors Hélène Lénaud va vite apprendre que son mari a été arrêté, mais elle ne saura rien de sa fin avant l'automne 1944, apprenant, dira-t-elle dans une des interviews, l'exécution de clerc. Alors on le voit ici écrit comme le clerc de notaire, mais souvent c'est écrit CL-AIR, l'exécution de clerc donc par un pavé en manchette de la Marseillaise. Et en effet, parce que c'est seulement après la libération que les corps des fusillés de Villeneuve ont été reconnus, notamment, enfin pour certains, notamment celui de Lénaud par Roger Lotamer, son beau-frère, et par Roger Guibault, qui était devenu l'adjoint d'Yves Farge, donc commissaire de la République adjoint. Évidemment, la confirmation de la mort du Progrès de René Lénaud va beaucoup émouvoir ses amis journalistes et notamment ses collègues du Progrès qui consacrent plusieurs articles à la mémoire des morts du Progrès. Le Progrès, c'est 14 salariés qui ont perdu la vie pour action de résistance, 7 fusillés, 7 morts en déportation. La presse nationale n'est pas en reste, en particulier bien sûr Combat, dont désormais le rédacteur en chef s'appelle Albert Camus. Et dans le numéro du 26 octobre, l'article que l'on voit ici, qui annonce l'exécution de René Lénaud, se termine par ces mots « Un de ses amis qui voulait parler de Lénaud ce matin dans notre journal n'a pas pu. Nous avons un immense chagrin. » Et c'est seulement le lendemain, 27 octobre 1944, qu'un éditorial non signé, mais rédigé de toute évidence par Camus, revient sur une terrible, atroce nouvelle. Il nous a été difficile de parler hier de René Lénaud. Ceux qui auront lu dans un coin de journal l'annonce qu'un journaliste résistant répondant à ce nom avait été fusillé par les Allemands n'auront accordé qu'une attention distraite à ce qui était pour nous une terrible, une atroce nouvelle. Et pourtant, il faut que nous parlions de lui. Il faut que nous en parlions pour que la mémoire de la résistance se garde
non dans une nation qui risque d'être oublieuse, mais du moins dans quelques cœurs attentifs à la qualité humaine. Alors une semaine plus tard, le samedi 4 novembre, les obsèques de René Lénaud sont organisées en l'église Saint-Polycarpe, dans la rue aujourd'hui René Lénaud, et suscitent là aussi de nouveaux hommages dans la presse, en particulier dans la Marseillaise, et évidemment Hébros, dans lequel on trouve un portrait élogieux de cette grande et noble figure de la résistance, chez qui tout était simplicité, droiture, effacement. Et dans tous les titres de la presse régionale comme nationale, les articles reviennent surtout sur l'événement inattendu qui marqua les esprits et qu'a rappelé Roger Guibaud dans l'émission de 1971. Au matin du 4 novembre 1944, les obsèques de René Lénaud étaient célébrées en l'église Sainte-Polycarpe, dans ce quartier où l'intense poésie de la soie est née d'un art surnaturel servi par des mains calleuses. La nef était sombre, la foule s'y pressait sous la subtile clarté des cierges, et de temps à autre, un sanglot déchirait le silence entretenu, si l'on peut dire, par le murmure des oraisons. Soudain, à l'extérieur, des bruits de pas, un commandement, un claquement sourd et les grandes portes, brusquement largement ouvertes, un flot de lumière inondant le sanctuaire, des soldats présentant leurs armes. Le général de Gaulle, chef de la France combattante et dont on ignorait le passage à Lyon, avançait, détaché devant ses officiers, le commissaire de la République et quelques hautes personnalités. S'étant recueilli, il déposait sans un mot 2 croix sur le drap noir. Stupeur. Toutes les femmes s'étaient agenouillées à même le sol. Les hommes, gauchement, essuyaient leurs larmes. En fait, l'arrivée inattendue du chef de la France libre coïncide avec une tournée d'inspection qu'il fait dans la région, dans les Alpes notamment. Il va à Annecy pour rendre hommage au maquisard d'Aiglières. Il est à Chambéry et puis il devait aller à Grenoble, où il ira d'ailleurs le lendemain, pour remettre la Croix de la Libération à la ville, une des 5 communes qui est compagnon de la Libération. Et on peut faire l'hypothèse que l'insertion dans ce programme très chargé dans les Alpes, l'insertion d'un détour par Lyon pour rendre hommage à René Lénaud est sans doute due à une suggestion d'Yves Farge, commissaire de la République, mais ancien collègue de Lénaud. Alors d'autres hommages vont suivre au cours de l'année 45. D'abord le 26 août, l'inauguration du monument de Villeneuve. Alors Francis Ponge semble y avoir assisté, Albert Camus non. Et puis 5 jours après, en septembre, début septembre 44, le décret qui va conférer à l'équipe de la rue Viala, donc André Bollier, René Lénaud, la croix de guerre avec étoile d'argent. Et puis, quelques semaines plus tard, le 7 octobre, la ville de Lyon va organiser une manifestation afin de marquer sa décision de rebaptiser du nom de René Lénaud la rue Vieille Monnaie. Alors, à côté de ces manifestations officielles, d'autres hommages vont émaner pendant ces années d'après-guerre d'artistes ou d'écrivains proches de René Lénaud, et notamment son ami d'enfance, Jean Martin, qui peint en 1945 un tableau qu'il intitule « Le poète », hommage à René Lénaud, et qui, en novembre de cette même année, inspire un poème à René Guicadou, le célèbre poète de l'école de Rochefort. Un autre ami de René Lénaud, le poète belge Armand Hainause, compagnon de résistance aussi à Lyon, qui lui était déporté à Mauthausen et a pu en revenir, est à l'origine de la publication en 1947, à l'enseigne des Écrivains réunis, d'un long poème de René Lénaud, vraisemblablement écrit pendant qu'Hélène était enceinte de leur fils Pierre.
Intitulé « Le poème inachevé », ce livre a fait l'objet d'une édition de luxe tirée à 41 exemplaires, et heureusement, un de ces exemplaires figure dans les collections de la bibliothèque municipale. Celui que vous voyez sur l'écran a été dédicacé par Hélène à Rosette et Jean Martin. Mais bien sûr, un des hommages majeurs rendu à René Lénaud, c'est celui que Ponge et Camus lui font en publiant, avec l'aide peut-être d'un autre poète, Georges Garampon, publié chez Gallimard, qui est leur éditeur commun, dans la collection Espoir que dirige Camus, une sélection de ses poésies posthumes. Le projet n'aboutit en fait qu'à la fin de l'année 1947, mais le recueil s'ouvre par une magnifique préface d'Albert Camus qui atteste à la fois l'amitié intense qui le liait à René Lénaud et la douleur qu'a suscité en lui la mort tragique de son ami, à qui du reste il dédie ses lettres à un ami allemand. Pour nous tous, sa mort a fait de Lénaud un exemple. Nous savions cependant, à la qualité de notre attachement pour lui, que sa vie, déjà, dont on vient de suivre la ligne courte et dure, était exemplaire. Vivant très retiré, absorbé par l'amour de sa femme et de son fils, par les besoins de la lutte, il n'avait pas tellement d'amis. Mais je n'ai pas connu un seul être qui, l'aimant, ne l'aima pas de toutes ses forces. C'est qu'il donnait confiance. Autant que cela est possible à un homme, il était tout entier dans ce qu'il faisait. Il n'a jamais rien marchandé, et c'est pourquoi il a été assassiné. Solide comme les chênes courts et rablés de son Ardèche, il était rudement taillé au moral comme au physique. Rien ne pouvait l'entamer quand, une fois, il avait décidé de ce qui était juste. Il a fallu des paquets de balles pour les réduire. Alors, dans les décennies suivantes, d'autres hommages encore. Le 2 juillet 1949, le nom de René Lénaud est inscrit sur la plaque qui, au Panthéon, rend hommage aux écrivains morts pour la France pendant la guerre 39-45. Et puis en 1971, Paul Gravillon organise cette émission René Lénaud, un poète dans la ville occupée sur les ondes de l'ORTF. Le même Paul Gravillon, 23 ans plus tard, en 1994, est associé à la formidable initiative du directeur du Goethe-Institut, Bernhard Beutler, qui, pour célébrer le 50e anniversaire de la mort de Lénaud et de la libération de Lyon, organise un cycle appelé « Conscience et résistance ». Et le clou de ce cycle, c'est la réédition avec le concours du Progrès, faut-il le signaler, des poésies posthumes de Lénaud, publiées par les éditions Compact, en édition bilingue français-allemand. De cette initiative va naître, entre les familles Lénaud et Beutler, une très grande amitié. 2 familles françaises et une famille allemande se sont retrouvées sur le lieu de l'exécution à Villeneuve, dans l'Ain, dans un recueillement commun, sous un ciel d'un bleu intense et sous une pluie de pétales. Pierre nous montra une photo de lui quand il avait 3 ans, photo percée en son centre. Son père la portait sur lui lorsqu'il fut assassiné. Aucune parole de condamnation. L'esprit souffle où il veut. Seule cette interaction franco-allemande, rare et profonde, par l'investissement d'une partie de la propre personne, de la propre âme de chacun des participants, permit la réussite du projet René Lénaud et fit qu'il puisse se terminer dans le recueillement. Alors, depuis ces fortes manifestations organisées à l'occasion du 50e anniversaire, le nom et l'œuvre du poète sont réapparus à plusieurs occasions. En 2003 et 2005, il y a eu la création successive de 3 et 4 mélodies sur des poèmes de René Lénaud, œuvre de Gilbert Amic, compositeur et qui fut directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Il y aura d'autres pièces nouvelles en 2016. 2016, c'est aussi l'année qui voit la pose d'une plaque sur la façade du 6 rue René Lénaud désormais.
le 17 décembre 2010 dans la bibliothèque du 1er arrondissement où nous serons le 7 novembre. C'est la remise officielle à la ville par Pierre Lénaud des archives du poète sur lesquelles nous avons pu travailler, en présence notamment de Paul Gravillon et de Bernard Beutler. Et puis en 2014, sur l'initiative de l'Espace Pandora et de son directeur ici présent, Thierry Renard, à l'occasion du 70e anniversaire de la mort du poète, la création du prix René Lénaud, attribué chaque année à, je cite, un ouvrage de poésie contemporaine répondant à une double exigence, celle de l'émergence d'une part, celle de la résistance d'autre part. Il a été remis dans ces lieux mêmes pour la première fois le 11 mars 2015 à Samantha Barenson pour son recueil Le Citronnier, et il sera remis le samedi 9 novembre à la médiathèque du Bachu à 11h du matin, si je ne dis pas de bêtises. On aura aussi la parution en 2016 toujours du livre de Paul Gravillon, René Lénaud, le poète fusillé, puis en 2023 un fascicule très intéressant de la collection Les Rues de Lyon consacré aux poètes résistants. Mais pour conclure, peut-être dire qu'au cours de ces années, nous avons, avec Patrice Béguin, donc travaillé sur les archives conservées à la bibliothèque municipale de Lyon. On savait, en travaillant là-dessus, qu'on allait découvrir un poète. Les 26 poèmes qui avaient été publiés en 1947 nous permettaient de l'entrevoir. Mais nous ne pensions pas trouver une œuvre aussi ample, une œuvre aussi complexe, aussi multiforme, ni derrière l'œuvre un homme aussi remarquable dans sa complexité, dans ses convictions, dans sa foi, dans ses interrogations, dans ses hésitations. D'où, je pense, la très grande convergence que présentent les hommages que ses amis lui ont donnés après sa mort et que nous avons réunis dans ce livre, dans une troisième et dernière partie, sous le titre de Tombeau de René Lénaud, un peu à la manière des poètes du XVIe siècle qu'il appréciait tant. Et quand on lit ces hommages, on est frappé de la convergence des mots qui sont utilisés. J'en note quelques-uns. Pureté, alors il intervient souvent, morale, intégrité, honneur, loyauté, honnêteté, authenticité, fidélité, courage, scrupule, discrétion, pudeur, réserve, finesse. Bref, comme Francis Ponge l'écrivait dès 1943 à Albert Camus, René Lénaud était décidément un merveilleux garçon. Et alors c'est maintenant le moment de clore cette conférence lecture et on va vous remercier vivement de votre écoute et vous proposer d'entendre, grâce à Damien, le poème de Georges Garampon qui a donné le titre de ce recueil, Des mots, un silence. Des mots, un silence. Qu'il me pardonne ma pauvreté. Son sourire devançait la parole dont les avatars ne l'abusaient pas. Jamais je ne me suis tu aussi bien qu'auprès de lui. Sa présence mettait en fuite les personnages de toute comédie singulière, après avoir déconcerté leur dialogue. On restait seul avec sa vérité. Même insaisissable, elle était là. Que pèsent les leurs opposés à cette ombre? Les sots seuls s'y trompent. Je n'en ai point connu dans son entourage. Si je me suis parfois sévèrement enrichi, je le dois à quelques-uns, à lui, le premier. Si je pense que certaines heures sourdes d'une pureté essentielle, il m'aura fortifié dans cette conviction. Non qu'il exigeât rien,
Non qu'il fût en quête de sainteté. Il pouvait souffrir une tutélaire main d'imbécile sur son épaule, entendre avec calme disserter les suffisants, voir sans impatience pirouetter les habiles. Peut-être s'en amusait-il, je ne suis pas sûr. Il apportait à s'égayer des hommes la même discrétion qu'à les aimer. Par sa vie et par sa mort, il a témoigné pour l'homme. Il nous est donc interdit de désespérer de nous. Pour moi, son souvenir se confond avec sa présence. Pour qui mérita son amitié, son absence corporelle n'aura jamais aucun sens. Tant qu'un regard neuf pourra réparer l'usure des jours, tant qu'il restera dans l'esprit une chance de vérité et dans le monde une raison d'amour, tant qu'une beauté sortira de la matière pour nous survivre et nous réconforter d'avoir avec elle de si fortes attaches, il ne s'éloignera pas. Et la qualité humaine aura en lui un incorruptible garant. Merci Daniel. Merci.